Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus de nouveau à Casa Africa. Certains d'entre vous ont déjà été ici ce matin. C'est une joie de vous voir, surtout en tenant compte du fait que vous n'avez pas trop eu le temps de vous reposer. Donc, nous vous serons gré que vous soyez ici. Ce matin, on s'est centré plus sur le projet SameLab et je suis contente de voir ici des personnes du projet SameLab et du projet Compass. Et je voulais profiter de l'opportunité pour vous expliquer un peu ce que c'est que Casa Africa pour les personnes qui ne la connaissent pas. Vous voyez sur l'image le bâtiment où on se trouve à présent et notre motto qui est Afrique et Espagne de plus en plus proches. Nous sommes une entité de diplomatie publique de l'État espagnol sous la forme d'un consortium où participe le ministère des Affaires étrangères, Union européenne et coopération du gouvernement de l'Espagne, le gouvernement des Canaries, donc l'administration de la région, et la ville de Las Palmas de Gran Canaria, donc l'administration locale de cette ville. On va faire passer une petite vidéo qui explique un peu ce qu'on fait aussi. Je voulais vous indiquer en tant qu'information générale que nous formons partie du réseau de CASA du ministère des Affaires étrangères. Chaque CASA a une structure similaire à la nôtre, mais chacune est consacrée à une zone géographique différente. Et vous pouvez voir la carte, la Casa Arabe, Casa Méditerranée, Casa América et le centre aussi israélo-séphardique qui est à Madrid. Voilà nos objectifs. Le rapprochement par l'intermédiaire des connaissances mutuelles
Une grande partie de ce qu'on travaille dans le projet Compass fait référence à cela et des contacts mutuellement bénéfiques d'égal à égal en dépassant les conceptions du don ou de la coopération, toujours d'égal à égal. Notre cadre d'action est bien évidemment lié aux stratégies du niveau supérieur telles que la stratégie Espagne-Afrique du gouvernement, l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030 des Nations unies, mais aussi notre propre plan stratégique sur lequel on travaille chaque 3 ans et un plan annuel d'action. Dans chacun de ces plans, on établit des stratégies concrètes pour concrétiser ces grands objectifs dans des thématiques plus spécifiques. Dans ce plan annuel, dans le cadre de plan triannuel, vous avez ici nos priorités thématiques: la gouvernance et la géopolitique, le développement social et économique durable, changement climatique et transition énergétique, migration et égalité et diversité. Ici, j'ai mis quelques chiffres pour indiquer quelques résultats de l'année 2024. On a exécuté en 95% des activités planifiées. Nous sommes arrivés à plus de 2 millions de bénéficiaires, en comptant aussi sur les bénéficiaires en ligne, parce que vous pouvez imaginer que 2 millions de bénéficiaires ici dans cette salle, c'est difficile. On a organisé 446 événements présentiels et online. Et parce que je sais que vous avez hâte d'écouter l'auteur du livre que nous allons présenter aujourd'hui. Livre édité et publié dans le cadre du projet Compass. Je donne la parole à ma collègue Estefania qui va présenter l'auteur. Encore une fois, soyez les bienvenus et j'espère que vous allez bien profiter de ces jours-ci aux Canaries. Merci. Merci beaucoup d'être venu ici cet après-midi pour cette présentation qui fait partie de notre engagement pour présenter les réalités africaines contemporaines. Cette présentation, ce livre fait partie de notre collection d'essais Casa Africa. Casa Africa a 3 collections de littérature, d'histoire et de politique et cette collection d'essais et cet essai a gagné le prix d'essai de Casa Africa en 2024 et il parle des migrations intra-africaines. Chacun, la thématique est différente. En 2025, la thématique était la décolonisation africaine et on va publier aussi le livre gagnant de cette année. Pour l'année prochaine, on va lancer l'appel pour le concours d'essai en janvier 2026 et donc je vous encourage de participer. Cette œuvre du professeur Mbaye nous invite à regarder au-delà des stéréotypes et regarder la migration africaine depuis l'intérieur. Il a fait un travail sur le terrain en accompagnant les migrants sur le corridor qui unit Rosso à Casablanca et nous offre une perspective humaine et critique du processus migratoire. Pour le dialogue avec le professeur Mbaye, nous avons avec nous le professeur et l'historien Dagou Komenan. Il connaît bien l'essai parce qu'il a été membre du jury du concours. Et sur ceci, je vous souhaite de profiter de ces journées qui sont intenses. À ajouter aussi le fait que les représentants de la librairie Canaima sont là au fond de la salle et si vous voulez acquérir le livre, vous pouvez le faire.
et vous dire que le dialogue va avoir lieu en français, mais vous pouvez disposer de la traduction simultanée à l'espagnol. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar un poco que todos los que necesitan interpretación pues reciban las petacas y para empezar. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la- el intercambio se va a hacer en francés porque está grabando en ambos idiomas y para no confundir mucho, a partir de ahora voy a empezar hablando en francés con el autor. Euh, Bonsoir. Comme l'a dit Stéphania, j'ai eu l'honneur de faire partie du tribunal qui a élu Mbaye Massé comme gagnant du 15e prix d'essai de Casa Africa. Après une délibération vraiment intéressante, nous avions déterminé en ce moment-là que c'était l'un des textes qui sortait du lot et unanimement, on avait décidé que c'était le texte qui devait gagner ce prix-là. Et donc j'ai lu ce texte. Je n'ai pas fait comme si je suis surpris d'apprendre des choses nouvelles. Mais bon, pour les besoins de la cause, je vais poser des questions à l'auteur et afin qu'il puisse détailler sans toutefois faire de spoiler. Si quelqu'un veut découvrir, bon, je pense que les livres sont disponibles à la vente et que ce serait intéressant de pouvoir acheter. Bonsoir, bye. Bonsoir, merci beaucoup. Bon, après des mois, parce que c'est pas la première fois on échange, on a échangé en ligne à travers les mails. Et la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi, je peux te tutoyer, Verdun? Bien sûr. Ok. Pourquoi as-tu choisi de parler de ce corridor-là en particulier? Alors, merci, je remercie Casa Africa, je remercie aussi toute l'assistance qui est là. Alors, je sais que notre temps est compté, mais c'est important de le dire. Ils ont ménagé beaucoup d'efforts, je les vise à l'œuvre, je les ai beaucoup stressés, notamment avec le visa et tout le reste. Donc, je vous remercie particulièrement pour ça. Le corridor Rosso Nouakchott Casablanca est souvent perçu comme un désert, quoi. C'est un désert, c'est une route sur un désert. Alors que ce n'est pas du tout un désert chaud, aride, asséché, poussiéreux, non, du tout. Il y a des installations économiques que je voulais montrer. Je voulais montrer qu'aussi il y a des marchés, il y a des garages, il y a des entrepôts, il y a des frontières, il y a des checkpoints routiers. Donc ce n'est pas un espace de transit pour l'Europe nécessairement, mais c'est une destination sud pour des pays entre Africains eux-mêmes. Alors au départ, mon mémoire, je l'ai réalisé à la frontière Rosso. Ensuite, pris par le goût, j'ai extensifié, j'ai essayé d'étaler, de rendre plus fluide et plus curieux la recherche en étalant mes questionnements jusqu'à Casablanca. Donc voici ce qui explique un peu le choix de ce terrain-là qui a été amorcé durant mon travail de mémoire et ensuite que j'ai voulu amplifier parce que aussi il fallait montrer que tous les migrants ne visent pas à aller en Europe. Tout le monde n'apporte pas en lui le rêveur d'Europe. Il y a des gens qui ont bâti toute la Mauritanie, des ouvriers l'ont bâti, ils ont construit, il y a des ouvriers, mais c'est méconnu par la presse et c'est méconnu par la littérature scientifique disponible.
Merci beaucoup. Et ça, c'était ma seconde question. Je suis vraiment très heureux que tu aies fait cette transition parce que le prix d'essai, le 15e prix d'essai, parlait de la migration intra-africaine. Et le thème, comme l'a bien spécifié Stéphanie, hein, le prix d'essai parlait de la migration. Et quel est le rôle, non? Parce que généralement, ces territoires-là se voient seulement comme voie de transit pour Oui. sortir du continent. Quelle a été l'observation que tu as faite de ces territoires en ce qui concerne les personnes qui décident de s'installer, de travailler là, sans toutefois vouloir franchir le pas, traverser la mer et aller en Europe, venir en Europe? Alors, vous savez, quand on part sur le terrain, souvent on a des fichiers bien rédigés, un enregistreur. Le chercheur est convaincu qu'il va tirer du jus de terrain. Mais une fois sur place, c'est de l'improvisation totale. Il se trouve que j'ai découvert un migrant avec qui j'ai séjourné à Rosso, au quartier Médina, et qui me dit, moi je pars en Mauritanie pour remplacer un autre migrant ouvrier qui est accidenté au travail. Je lui dis, ah bon? Et il m'a expliqué un peu. Je l'ai suivi, j'ai joué le jeu, je ne savais pas que j'étais chercheur, puisque l'outil que je manipulais, c'était l'observation participante. Du coup, je me suis enrôlé comme migrant avec lui. On est parti dans un entrepôt au marché 5e. Et j'ai fait de telle sorte qu'on me voyait plus comme un ouvrier. J'ai fait du journalier, j'ai déchargé un camion frigorifique marocain. Et après, j'ai compris que finalement, les ouvriers qui sont accidentés, ils sont remplacés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris en charge par le patron parce que c'est du journalier, mais on négocie le remplacement. Si je choisis mon frère qui vient se substituer à ma place, le salaire va continuer, il n'y aura pas de rupture dans la chaîne de valeur, donc il me donnera une part pour me soigner. Cette intelligence, cette résilience des ouvriers m'ont poussé à me dire, mais donc, ce n'est pas seulement un espace de transit, les gens s'installent et trouvent des stratégies pour maintenir leur activité. Ensuite, les transporteurs qui y vont, qui y viennent. Ensuite, les Louma, les grands commerçants sénégalais. Ensuite, les facilitateurs, ce qu'on appelle les tchep-tchepman. J'ai fait un article qui est apparu dans la lettre de l'IRMC qui parle de ces démarcheurs informels, comment ils facilitent les papiers, comment ils transitent. Mais vraiment, pour répondre à votre question, il faudrait remonter plus loin. Cet espace a toujours été un espace de circulation et d'échange. Ça a commencé depuis l'ère des caravaniers qui vendaient de la gomme arabe, du sel, en échange avec des esclaves à Rosso. Donc, pour un Sénégal, il n'y a aucune famille mauritanienne qui n'a pas sa correspondance au Sénégal. Il n'y a aucune famille sénégalaise qui n'a pas de correspondant familial en Mauritanie. Donc, eux, dans leur conception, il n'y a pas de frontière. La frontière est gommable, effaçable. C'est juste pour l'État. L'État a besoin de planter son drapeau. Mais dans la psychologie des migrants, tout cet espace-là, c'est un espace pareil. Depuis l'émergence de la frontière par la colonisation, ça fait des différences. Mais pour eux, c'est du pareil au même. Donc, il fallait vraiment ressortir ces réalités que souvent on ne présente pas. C'était ça le goût qui m'a poussé à montrer de notre revers ces réalités-là. Merci. Euh, et là, tu as touché à ma fibre, Je non, toucherai d'historien. toujours ta fibre, tu vas voir au cours de cette Ma fibre invitation. d'historien. Parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Quel est l'impact des frontières actuelles sur les mouvements de migration interne, intra-africain que tu as pu observer? Parce que je pense que passer du Sénégal à la Mauritanie jusqu'au Oui, Maroc, oui. il y a forcément un changement, non? Qu'est-ce que tu as pu observer en ce sens-là? Est-ce que c'est facile, par exemple, pour un Sénégalais de passer en Mauritanie jusqu'au Maroc? Quelles sont les difficultés? Tu peux raconter un peu le vécu des personnes avec qui tu as cohabité durant toute cette enquête que tu as menée. Alors, c'est le sous-chapitre qui parle de la libre circulation à la circulation libérée. Il ne s'agit pas de libre circulation, ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des arrêts, il y a des contrôles, il y a des tracasseries policières réelles. Donc ce chapitre l'aborde bien parce qu'au niveau des frontières, vous savez, la Mauritanie ne fait plus partie de la CEDEAO. Donc si vous avez la carte d'identité CEDEAO, qui est l'équivalent d'un passeport, qui devait permettre la circulation, ce serait pour le Sénégal et le Maroc. La Mauritanie, pas pour autant que, il ne fatigue pas pour autant les gens, mais il y a des papiers qu'on exige.
Et donc, je l'ai recensé dans le livre, notamment le laissez-passer qu'il faut trouver à la mairie de Rosso. Il y a le carnet de vaccination de Covid qui s'en est ajouté. D'ailleurs, même pendant la Covid-19, pour passer de la frontière Guerguerat, frontière Mauritanie et Maroc, il fallait présenter 1 000 € de plus, ce qui n'existait pas avant. Pourquoi 1 000 €? Parce que la frontière est devenue parfois un espace de filtre migratoire. On choisit les gens qui passent. Si vous n'avez pas 1 000 €, ça suppose que vous allez grossir les rangs des mendiants au Maroc. C'est l'idée qui est perçue. Donc, mais ça a donné lieu à des trafics de papiers. Les gens peuvent vous faire des prises en charge médicales, des trucs. Ils créent des factures, des hébergements, rien que pour passer. Donc, j'ai observé que plus le contrôle frontalier est musclé, ça ne décourage pas pour autant la volonté de passer des gens. Ils vont toujours trouver des zones d'ombre, des espaces non encore maîtrisés qu'ils domptent. Et là, c'est les passeurs qu'on appelle les tchep-tchepman qui sont les plus à point. Ils facilitent et lubrifient ces passages-là. Maintenant, il y a des associations locales comme Sénérim à Rosso qui militent pour que la Mauritanie facilite davantage, encore plus, les circulations. Parce qu'il faut le dire, c'est des deux côtés. Les Mauritaniens, quand ils viennent aussi à Rosso, Sénégal, les policiers sénégalais, parfois les dropent de l'argent. Et aussi pour les Sénégalais qui partent là-bas, on leur demande 500, 1000 francs. Ça existe presque dans toutes les frontières. Et pourtant, on a ratifié des accords de libre circulation. Vous voyez, mais ce n'est pas des circulations libres, c'est des circulations négociées, libérées, rusées, à travers ce qu'on appelle les cadeaux. Donc tu donnes un paquet de cigarettes, un paquet de thé pour bénéficier de la générosité d'un contrôleur. Merci beaucoup. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que, comme tu as dit, tu avais commencé à aborder cette question, mais je voulais que tu approfondisses, non? Oui. Tu penses que la mise en place et disons que le renforcement des contrôles frontaliers a eu l'effet contraire à propulser l'émergence de mafias, à propulser l'émergence d'une économie, disons, souterraine, hein, parce que de toutes les façons, les gens vont passer. Ouais. Non? Est-ce que selon ton observation du terrain, est-ce que c'est ce que tu peux donner comme observation? Ça, c'est même pas pour ces frontières-là, mais de tous les écrits que j'ai lus, tous les rapports qui ont tombé dans ma main, c'est toujours la même conclusion qui en est ressortie. Plus le contrôle est musclé. En fait, c'est une fausse bonne solution, comme disait le président Boudiouf. Le fait de renforcer le contrôle avec les dispositifs de Frontex, l'augmentation de la lourdeur bureaucratique, tout ceci ne pousse aux gens qu'à trouver d'autres alternatives pour traverser. Ça, c'est clair. Alors, ces alternatives sont souvent d'ordre souterrain, informel, à l'abri du regard, très discret. Parce qu'à Rosso, par exemple, il y a ce qu'on appelle la devise tchep-tchep. Il y a la devise officielle. Pour traverser, il faut 50 €. Bon, excepté pour les agents municipaux, excepté aussi pour les écoliers qui ne sont pas contrôlés à la traversée. Mais les tchep-tchepman ont compris que les besoins des gens, puisque c'est souvent des migrations circulaires, 24 heures, 48 heures, et on rentre, on n'a pas besoin de payer nécessairement 50 € et tout le monde n'a pas 50 €. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont éclaté le prix. 50 €, la plupart des frais revient en argent de poche. Ils ont éliminé la part d'argent de poche. Donc vous leur donnez 15 €, ils vous cherchent juste les papiers nécessaires et vous passez. Mais au moment de déclarer au comptoir, c'est eux-mêmes qui donnent 50 € à votre place. Une fois qu'ils vous ramènent jusqu'aux arrêts bus pour prendre le bus, vous leur récompensez, vous leur dédommagez, etc. Donc ils font ce petit business pour s'en sortir. Mais de tous les écrits, de toutes les observations sur les frontières, plus le contrôle est rigide, plus les gens trouvent d'autres alternatives. Parce qu'on a en face de nous des gens doués de raison, qui ont leur propre logique et qui sont des gens de frontières. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils connaissent bien les points les plus poreux pour l'exploiter. En plus, aujourd'hui, l'Europe, enfin, je peux dire que la frontière de l'Espagne, ce n'est plus en Espagne. La frontière de l'Espagne, c'est en Mauritanie. C'est depuis là que vous avez le contrôle des Frontex. À partir de là, les acteurs sont conscients de ça et ils vont anticiper. Dès qu'il y a un nouveau papier qui est demandé, ils vont réchauffer, comme réchauffement climatique, ils vont réchauffer les relations parce qu'ils connaissent les hautes autorités. La Mauritanie a été consciente de ça. Chaque 3 mois, on change tous les
tout le personnel de garde frontalier. On change les policiers, pour éviter que ça existe. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des négociations. Et ça montre qu'on a toujours été un peuple aussi de négociation. Il n'y a pas de mal à ça. Nous, on négocie, nous, on discute. Ça a toujours été comme ça. Avec quelques récompenses par-ci, par-là, effectivement, des pots de vin qui ne manquent pas. Merci beaucoup. Et bueno, dans l'ouvrage, tu parles d'une continuité du colonialisme. Je voudrais que tu développes un peu cette idée. Parce que, bon, moi je l'ai lu, mais pour les gens, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à quoi tu fais référence quand tu parles des résidus ou d'une continuation déguisée du colonialisme? Enfin, au départ, comme je l'ai dit, c'était une route des générations de commerçants, de caravaniers, notamment les Omeyyades qui sont venus répandre l'islam en Afrique de l'Ouest. Le commerce caravanier commençait de Fès jusqu'à Rosso. D'accord? Et il le parcourait durant 33 jours, depuis l'apparition du dromadaire, parce que nous, on n'a pas de chameau, mais les dromadaires. Et donc, c'est une route qui a toujours été empruntée. Mais quand il y a existé des cassures, c'est avec l'avènement du colonialisme qu'on a eu l'émergence du mot qui nous a le plus blessés, frontière. Parce qu'au regard du migrant qui circule, qui va, qui vient, c'est les saisons qui lui font roter. C'est plutôt les opportunités économiques qui le font roter. C'est les relations familiales. Depuis... Ça passe pas? Ah, c'est mieux là? Donc, depuis l'émergence de ce concept frontière, on a eu des problèmes. La Mauritanie et le Sénégal. Bon, on s'est dit que puisqu'il y a le fleuve, ça va être la ligne frontalière. Par rapport à Maroc et Mauritanie, on en a défini. Politiquement, les gens ne prennent pas en compte l'histoire qui a précédé le droit. Le droit à une frontière, le droit de circuler, le droit de séjourner, le droit de s'installer. Mais toujours dans la population locale, il y a cette forte croyance que les relations d'échange durant des siècles priment et primeront toujours sur le dispositif juridico-politique qui garantit la circulation dans les frontières. C'est pourquoi il y a toujours ça. On a les frontières qui existent pour les États, qui ont besoin de montrer leur souveraineté, leur autonomie aussi, c'est important. Mais de la conscience des migrants et des communautés qui circulent, qui travaillent, cette frontière est malléable, cette frontière est gommable, cette frontière est perçable. Et ils le font à travers des subterfuges, des manœuvres secrètes dont je viens de révéler dans le livre, qui sont des façons autres que seulement les pots de vin. Ils ont créé un concept qu'on appelle ambassadeur. C'est-à-dire chaque migrant fait tout pour avoir de bonnes relations avec un douanier en retraite, un ancien colonel. Il va être ton ambassadeur au niveau de la frontière, ce qui va te faciliter les circulations. Il y a aussi l'événement du Nimzat, qui s'organise chaque année à Rosso, qui rassemble les fidèles venus de tout horizon. À partir de là, des relations se créent. Les gens s'échangent et partagent des expériences. J'ai un conteneur à faire circuler, mais on m'a bloqué. Peux-tu m'aider à le plomber, etc. Donc, il y a toujours des relations sociales qui priment sur le droit et qui fait que jusqu'à présent, on a des résidus du colonialisme, mais qui sont en face aussi des relations qui sont beaucoup plus fortes parce qu'ils ont eu des racines, des siècles d'existence qui ont précédé. Et merci beaucoup parce qu'il y a un terme qui me choque souvent, c'est le terme de frontières poreuses. Ouais, j'ai une obsession avec les frontières poreuses africaines. Et pour ce que tu es en train d'expliquer, il est clair que ces frontières soi-disant poreuses, bon, en fait, c'est parce que lorsqu'ils ont tracé ces frontières, ils n'ont pas tenu compte des relations antérieures à la création de ces frontières. Ils ont rompu beaucoup de sociologie aussi. Donc voilà, je voulais que tu développes un peu, parce que tu as dit ça. Et le concept de Nimzat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un pèlerinage religieux organisé par les Khadria notamment. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y invite, hein, c'est les mourides, tout le monde contribue. Et ce qu'il y a de plus fort dans ce pèlerinage-là, c'est que ça rassemble toutes les communautés qui étaient supposées segmentées par la frontière. Ouais. Donc tous les gens se rassemblent
Et c'est l'occasion de faire les bilans des achats, les bilans des installations de boutiques, j'ai voulu, etc. Les gens s'échangent. Et souvent, on fait des résidences temporaires chez les grandes autorités, notamment Baba, qui est le plus grand commerçant à Rosso, qui a des pirogues, qui a des camions, etc. Et souvent, qui est en contact direct avec notamment Tislim, un gars que j'ai découvert, qui est le neveu de l'ancien président mauritanien. Et donc voilà, tout un groupe d'acteurs méconnus qui travaillent aux coulisses des circulations pour créer de nouveaux liens, lesquels liens vont affronter ou abattre les murs des frontières. Vous voyez? Donc pour eux, la frontière, c'est une ressource. Ce n'est pas une limitation, c'est une ressource. Et ils le démontrent chaque fois qu'il y a de nouvelles mesures ajoutées. C'est de nouvelles mesures, une nouvelle stratégie de circulation qui va être innovée dans les brefs délais. Mais ce que tu dis, parce qu'il y a une tendance, surtout au niveau européen, à penser qu'il faut investir encore plus dans la sécurité, envoyer encore plus de soldats, envoyer plus d'agents de sécurité pour bloquer le passage des migrants. Est-ce que tu penses vraiment que en augmentant ou en multipliant par 10 000, disons, le nombre de mesures restrictives pour essayer de rendre imperméable la frontière, il y aura des résultats concrets. Ça va empêcher le passage des gens. Est-ce que tu penses vraiment que ça? On a vu les images, c'est tout le contraire que ça a donné. Mais vous savez, les politiciens ont leur agenda, ils ont une façon de fonctionner, ils ont leur propre logique. C'est différent des chercheurs qui, souvent, dans l'observation et la manipulation des données, parfois sont contraints de ne pas révéler certaines données aussi. Donc, je ne connais pas comment l'État mauritanien, sénégalais et l'État marocain, quelles sont leurs lignes droites, leurs intérêts par rapport à la gestion des frontières. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des acteurs discrets que j'ai observés, qui sont très effacés, mais qui existent, la frontière, c'est une ressource, et que bloquer, ça crée des initiatives innovantes, c'est de la réflexivité. Et là, c'est l'analyse de Michel Crozier qui nous aide dans l'acteur et le système. Chaque fois qu'il y a un système, un groupe d'amis, même un groupe de bandits, il y aura toujours une zone de pouvoir que les gens ne maîtrisent pas. Et vous verrez une personne qui fera tout pour maîtriser cette zone-là. À partir de là, il a le pouvoir. C'est comme dans une société, on a le directeur, le secrétaire, l'adjoint, mais il y a toujours un petit ouvrier qui connaît beaucoup de choses de l'entreprise que le DG lui-même ne connaît pas. Donc à partir de là, il a un pouvoir. Et c'est comme ça dans la frontière. Vous avez des hiérarchies, vous avez la police, la gendarmerie et tout le reste, mais il y a des acteurs. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ces acteurs ont tenté tant de fois l'immigration clandestine, ils ont échoué, mais ils ont réussi en même temps parce qu'ils ont un certain repérage mental des zones à transiter, mais aussi des procédures, quel papier il faudrait. Cette connaissance-là, c'est un capital. Ils l'ont monnayé dans les services de facilitation. Ce qui fait que ce qui peut te stresser dans les longs rangs à attendre d'avoir ton document à Rosso, à midi, le soleil qui te tape et tout, eux, ils peuvent t'épargner ça. C'est un service marchand. Ils t'épargnent ça en moins de 30 minutes et tu circules. Vous voyez. Et bon, dans ce cas-là, je vais parler à l'académique, non, à l'université, la méthodologie que tu as utilisée. C'est l'une des choses qui m'a le plus fasciné. Je ne vais pas te mentir. Et lorsque j'ai pris connaissance du document, c'est l'une des choses qui m'a le plus fasciné. Comment est-ce que tu arrives, et surtout comment tu arrives à ne pas te faire détecter? Comment tu fais et personne ne se rend compte que tu es en train de mener une enquête anthropologique sur ce qui se passe à Rosso? Comment tu arrives à te fondre dans la masse? C'est l'élément qui m'a le plus intrigué. Merci. D'abord, je souligne qu'on est en train de limiter la conversation entre nous deux. Il faut qu'on se tourne au public. Oui, la méthodologie, en fait, elle est venue parce que c'est toujours le terrain qui dicte sa loi. Au début, je m'étais dit, peut-être un questionnaire résoudrait mon problème. Je veux juste des données. Et après, sur place, je me suis rendu compte que non. Il y a tellement de choses qui se passent au ras du sol, de manière souterraine, discrète. Et pour avoir accès à ça, il faut que je sois comme eux, discret, effacé. Ce n'était pas évident, mais il y a des tchèpman qui m'ont aidé, notamment Hamza, qui est très connu. En même temps aussi, puisque je suis guitariste,
je jouais au club culturel. Et pendant que je jouais, je ne savais pas que le pianiste, le batteur, c'était les fils des gens que je voulais enquêter en fait. C'est les fils de commerçants, c'est les fils de douaniers. J'en ai profité pour avoir accès directement à mes acteurs ciblés. Donc, pas de livre, pas même de dictaphone. Il fallait écouter, bien comprendre, et puis se retirer, prendre quelques notes discrètement. En même temps, si vous voyez les photos que je m'habillais comme un ouvrier qui travaille. Seulement que j'ai eu des moments où j'ai été dévoilé. Par exemple, au fond de l'entrepôt à Nouakchott, je me rappelle bien, au marché annexe 5e, quand je faisais partie du groupe qui déchargeait le camion frigorifique marocain, je parlais au WhatsApp avec mes amis, mais je parlais bien. Et puis l'un a fait un coup, mais lui, il parlait bien, il a un niveau d'instruction supérieur. Est-ce qu'on n'est pas en train d'être infiltré, etc. Bon, là, ça m'a échappé. Après, j'ai dit, mais non, c'est des cours de langue que je prends en ligne et tout. Parce que dans ces entrepôts, ce qui est intéressant, c'est au moment des repas. Vous voyez, on s'assoit par clan. Les Nigériens s'assoient entre eux, les Sénégalais. Donc, c'est au moment des repas entre 14h et 15h, même si c'est fugace, c'est éphémère, c'est au moment de ces prises de repas que tu peux observer les clans qui se sont créés. Et moi, puisque j'avais besoin d'avoir un pied sur chaque clan, je ne pouvais pas me ranger sur un clan précis. Donc, je jouais le jeu. J'étais ouvert avec tout le monde. Et j'échangeais. D'abord, on m'a demandé qu'est-ce que tu sais faire. Est-ce que tu sais compter, tu sais lire? Je le dis un peu. D'accord, donc tu vas ranger les cartons des cargaisons derrière. C'était ça qu'on m'avait réservé comme rôle. Et les plus instruits, ceux qui savaient lire et écrire, c'est ceux qui tenaient l'inventaire. C'était ça que c'est hiérarchisé. Donc je l'ai fait une fois, mais la dernière année, là, je commençais à... Les bruits couraient et les gens commençaient à dire non, en fait, c'était un enquêteur, etc. Bon, c'est là que j'ai disparu du terrain pour éviter d'autres... Mais c'est légal ce que j'ai fait. C'est légal, c'est de la méthodologie. Parce que si j'avais révélé mon identité, ils me cacheront tellement de choses et ça ne serait pas très fécond. Et en combien de temps tu as nécessité pour mener cette enquête-là? Combien de temps Alors, est-ce que tu as j'ai été commencé en infiltré? 2021 et en 2023. Donc, chaque année, je séjournais 3 mois sur tout le long de ce corridor. Donc, je faisais 5 jours à Rosso, 2 semaines à Nouakchott, parce que j'adore Nouakchott, vraiment. Ensuite, PK7, ensuite Nouadhibou, ensuite Agadir, rond-point Dakhla d'abord, ensuite Agadir, et je continuais comme ça jusqu'à Casablanca. Et c'est comme ça, en m'ouvrant à ce que le vent m'apporte, hein, vous savez, en recherche, vous ne pouvez pas avoir tout le temps des pensées carrées, je m'ouvrais. Je me suis même dit, si je trouve un autre sujet, je peux changer de sujet. Je m'ouvre, moi, je suis free. Et c'est comme ça que j'ai découvert ceux qui font le covoiturage durant les moments de Tabaski, de Magal-Touba, qui achètent des voitures d'Europe et qui, sur le chemin de les acheminer vers Rosso, vont faire un peu du transport, du covoiturage, se négocier. Les premières places, c'est pour les clients plus âgés, pas plus de 2 sacs par client, etc. J'ai compris comment ça marche. Et aussi, c'est par là que j'ai découvert les transporteurs, un groupe de transporteurs spécifiques, mais qui m'ont expliqué des réalités assez complexes. Vous savez, souvent, les anthropologues, ils traitent avec des choses très difficiles à comprendre par eux-mêmes avant de le faire comprendre au public. Souvent, quand il faut transporter des ressources minières, c'est différent des marchandises, des djallabas, du biscuit et des produits européens ou des autres qui nous viennent, notamment les friperies de Dubaï ou le bois MFDF de la Turquie. Mais quand vous transportez des ressources minières, le fer, le phosphate, le pétrole, etc., souvent ces transporteurs préfèrent transiter le jour impair. Le 1er, le 3, le 5, le 7. Alors quand j'ai voulu comprendre un peu pourquoi les jours pairs dérangent, parce que les jours impairs, paraît-il, les esprits du désert sont plus tranquilles. Donc il y a moins de risques que la voiture. Parce que c'est des ressources, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, que Dieu a préféré garder sous terre. Okay. Donc c'est d'abord le bien des esprits, parce que nous ne vivons pas seuls sur terre. Il n'y a pas que des humains, il y a beaucoup d'entités qui existent. Et souvent, ils m'expliquent le récit. En pleine nuit, ils voient des chevaux avec un seul pied, un cheval avec un seul pied, ou bien ils voient une marée de sang qui viennent sous leur voiture.
ils voient des trucs étranges, donc ils vont commencer à faire du Ayatul Kursi. Si vous voyez même dans le livre, il y a une photo où je montre comment ils ont installé des rameaux d'arbres protecteurs, d'après eux, et la photo de Cheikh Ahmadou Bamba, le Ayatul Kursi qu'il écrit, etc. Et tout le temps à faire les ablutions, parce qu'ils savent que le désert, il n'y a pas que les hommes qui le fréquentent. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions de la part du public. Je ne sais pas combien de temps, parce qu'on a commencé avec du retard. Donc, si Casa Africa pouvait me dire combien de temps est-ce qu'il nous reste pour... C'était 30 minutes de présentation. 30 minutes, voilà. C'est pour ça que je voudrais savoir s'il y a des questions. Oui, il y a une deuxième, il y a deux questions. Priorité aux Mauritaniens. Il y a une troisième. Parce que tu as parlé du cinquième et de tchep-tchep. Nous aussi, on va commencer à tchep-tchepper avec vous. On va faire un premier volet de 3 questions et ensuite l'auteur va répondre. Et s'il y en a d'autres, on va continuer. Donc, c'est intéressant. Oui. Vous avez soulevé le problème des frontières. Vous avez dit que les frontières étatiques, si j'ose dire, utiliser le terme, c'est-à-dire les frontières officielles, on peut les faire bouger par ces frontières, c'est-à-dire cette traversée qui est cachée par les passeurs. Penses-tu qu'il y a un moyen de rentabiliser ce mouvement, c'est-à-dire rendre ce mouvement légal ou bénéfique à sécuriser pour les migrants. Vous savez que ce problème de migration illégale et de migration légale et des risques. L'objectif, si je me permets de voir, l'objectif c'est éradiquer ce fléau. Et éradiquer, c'est voir l'ensemble des déterminants et essayer de les briser en un. Pouvez-vous, partant de votre étude, nous dire quels sont les déterminants de ce phénomène et quelles sont des solutions qui permettent de l'éradiquer? Vous parlez de l'économie frontalière aux mains des... Non, je parle de tous les systèmes frontaliers, que ce soit économique, social ou physique. Okay. Comment on peut le rentabiliser au mieux? Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci, je suis un Mauritanien, hein, je le rappelle, parce que justement dans la salle, certains ne sauraient pas que je suis un Mauritanien directement. Pourquoi? Parce que ça vient encore renforcer l'idée que le professeur Mbaye a avancée tout de suite, comme quoi que les frontières sont venues un peu déstructurer des terres et des sociétés, parce que moi je suis Mauritanien. Avant mes 35 ans, je n'ai jamais visité le Sénégal. Et si je vous dis que je suis né dans une ville qui est sur le fleuve Sénégal, mais côté Mauritanie, vous n'allez pas me croire. Je n'ai jamais traversé avant mes 35 ans pour aller au Sénégal. C'est pour vous dire, à côté de cela, nous sommes des familles sur le long du fleuve, c'est le Fouta qu'on appelle ça, le Fouta de Rosso jusqu'à Gouraï. Le Fouta, il y a bien sûr des Peuls, mais il y a aussi d'autres communautés, des Soninké, des Morts et tout, sur la rive. Et ces Foutas-là, certains de nos arrière-grands-pères, même nous actuellement, on a des champs de l'autre côté. Nos champs qu'on cultive sont de l'autre côté au Sénégal. Et vice-versa. Donc c'est pour vous dire que la frontière est venue vraiment constituer une barrière et une cassure, quelquefois, qui a poussé certaines sociétés à des frustrations très profondes. Cela étant, votre étude est fascinante, d'après ce que j'en ai reçu déjà, mais j'aurais aimé lire ça et je vous félicite pour le travail scientifique réalisé et pour l'investissement personnel que vous avez mis dedans pour faire toutes ces activités d'en bas, toutes ces recherches, toute cette route
qu'on appelle nous la transsaharienne, et juste des Casa à Nouakchott. Non, à Rosso. Rosso, il y a aussi 2 Rosso, Rosso Sénégal, Rosso Mauritanie. Mais je vais quand même rebondir sur un élément. Pour moi, le fait que le pays en Mauritanie, en tout cas la Mauritanie que je connais, a été toujours un pays très ouvert aux autres. Les jours où la Mauritanie a voulu juste exiger des papiers pour des étrangers, il y a eu beaucoup de... etc. En tout cas, des papiers, régulariser les situations des gens, il y a eu beaucoup de trucs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'hospitalité primait surtout. Maintenant, il faut quand même le Sénégal doit le faire, le Mali doit le faire, d'autres pays doivent le faire. Si quelqu'un vient chez vous, il faut qu'il y ait une traçabilité. C'est la moindre des choses. Moi, j'ai été dans les années 90 étudiant au Maroc. Si j'ai passé 1 mois sans faire ma carte de séjour, mais je peux avoir tous les problèmes du monde. C'est tout ce que la Mauritanie a voulu faire à un moment donné. Bon, il y a eu d'autres épisodes dont on ne parle pas ici, où il y a eu des petites, etc. Mais là, ce n'est pas très important. Mais c'est que tout simplement, la Mauritanie a voulu réguler à un moment donné les migrants sur son territoire, qu'ils les connaissent. Pour les connaître, il faut passer par telle étape et puis vous êtes tranquille. Voilà. Donc, je me dis que ce problème de frontières et de migration a donné beaucoup de leçons à tirer. Ça, ce n'est pas une question, mais au fait, je mets un petit commentaire. J'ai vu beaucoup de frères maliens qui étaient passés à Nouakchott. À l'origine, ils étaient partis du Mali pour aller en France ou en Espagne. À Nouakchott, ils ont eu du travail, ils ont travaillé. Et quelqu'un qui était mon voisin, qui était juste dans le lavage de voiture, il m'a dit que rien ne le ferait quitter d'ici, de Nouakchott. Parce que ce qu'il est en train d'avoir comme profit, et même ses parents qui sont en France, et lui, il a construit au Mali plus important que ce qu'il envoie mensuellement à ses parents, est plus important que ce qu'ils sont en France ou en Espagne envoient. Donc, il est tranquille. Donc, même dans la route des migrants, il peut y avoir des changements d'objectifs. C'est très important de le signaler. Mais pour finir, l'homme, comme disait Sartre, je pense donc, je suis, mais l'homme est par essence un migrant. L'homme, même pas l'Africain, mais l'homme. On ne peut pas empêcher les gens de bouger. Je suis mobile, je vis. On ne peut pas rester sur place. C'est mon dernier commentaire par rapport à ça. Merci beaucoup. Lucas. Angie, Lucas. Y bueno, buenas tardes, muchas gracias. Leeré el libro, lo tengo ya en la mochila, leeré el libro con mucha atención y mucho cuidado. Sí me gustaría saber si pedirle una reflexión sobre cómo intentar hacer comprender a dos mundos en los que el concepto frontera es absolutamente diferente, que tenemos que convivir desde la comprensión del concepto de frontera del otro. Creo que si a los europeos, y en nuestro trabajo aquí en el proyecto Compass, les explicamos cómo vive naturalmente un africano el concepto de frontera, y hoy lo hemos visto aquí con nuestros colegas, hay un concepto también de es necesario la regularización, es necesario tener documentación, es necesario poder saber con qué ciudadanos convivo y a qué cantidad de ciudadanos tengo que gestionar su vida, pero también hemos visto cómo naturalmente ese concepto de frontera hemos oído, creo que 4 o 5 conceptos diferentes. Hemos oído permeable, hemos oído conceptos diferentes que vivíamos de frontera, ¿no? Entonces, si podríamos obtener, yo creo que un trabajo de Compass, viendo la reflexión del libro, ¿no?, sin poder haberlo leído, es el trabajo tan profundo que tenemos que hacer intentando hablar de fronteras y de gestión de fronteras desde la perspectiva laboral o social,
desde los zapatos del otro que son totalmente diferentes al mío. Porque yo me imagino cómo le explico a mis estudiantes en clase ese concepto de frontera de esas personas que llegan y que ven la frontera así. Entonces no sé si quien ha estudiado eso desde esa perspectiva, quien también conoce evidentemente el concepto de frontera europeo, ¿no? Mucho más cerrado, más estratégico, más geoestratégico, en teoría tú vas por la calle y escuchas a las personas que dicen no, tenemos que cerrar la frontera o controlar la frontera o hacer la frontera cuando todos sabemos que es un imposible, ¿no? Entonces si podríamos aportar esa reflexión, yo sé que es una reflexión muy amplia. Si aporta la reflexión y nos gusta a todos, cerramos el proyecto Compass porque ya está terminado, entonces en ese momento. Y ya no hace falta nada más. Con lo cual, pero creo que sería un punto de inicio interesante para el proyecto Compass. Bueno, bye. On avait dit qu'on allait, habíamos dicho, que íbamos a hacer una primera oleada de 3 preguntas, dejar al autor que responda y después seguir. Entonces, bueno, manda el autor. Entonces, bueno, sí. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis M. Lo Mohamedou Lamine Bara, le directeur général de l'Office national de formation professionnelle du Sénégal. Je voudrais commencer par remercier le projet Compass et Casa Africa, les deux qui me permettent de découvrir un compatriote très talentueux que je viens de découvrir, donc le professeur Baïmas Mbaye. En l'écoutant, on sent que c'est un sujet qu'il a vraiment investi et avec de la connaissance très, très, très profonde. Alors moi, je suis dans la formation professionnelle aujourd'hui, mais à la base, je travaille sur les questions de sciences politiques, notamment tout ce qui est géopolitique et politique étrangère. Ce qui fait que la question de la migration m'intéresse, ou bien nous intéresse nous autres à plusieurs titres. Et la frontière Sénégal-Mauritanie, c'est une frontière que j'ai effectuée des dizaines de fois. Et en vous écoutant, je repense donc à tous ces passages-là, toutes les tracasseries, tout ce que vous dites et qu'on a pu éprouver. Alors, moi je reviens d'abord sur la question des frontières que vous abordez, qui est transversale. On s'interroge naturellement. Donc aujourd'hui, comme vous dites, les frontières ont cassé beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le Sénégal et la Mauritanie. Pratiquement dans tout ce qui est tracé de frontières, c'est la même problématique qui revient. Mais aujourd'hui, sur la question de la migration, la première préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement voir les frontières de manière réaliste? Quand je dis de manière réaliste, malgré tout ce que ça a cassé, il sera difficile aujourd'hui de revenir sur les frontières pour X raisons. Donc le pragmatisme, est-ce que ce ne serait pas vraiment de les considérer de manière réaliste et de là donc accepter que les États puissent prendre certaines mesures qu'il faut comprendre pour X raisons, sécuritaires et autres, bien sûr qui ne résolvent pas la question, mais aussi des décisions dont les États ne pourraient pas se passer parce qu'il y a une dimension sécuritaire et économique qu'il faut toujours adresser. Et l'autre élément que je veux surtout poser à l'auteur, et c'est une question que moi je me pose, que nous nous posons tous sûrement, c'est aujourd'hui en discutant avec tous ces hommes, mais également toutes ces femmes, peut-être il faut le dire, sur les routes de la migration, qu'est-ce que vous retenez essentiellement comme motivation? Est-ce le manque d'opportunités socio-économiques qu'on peut penser globalement? Ou bien est-ce l'idée très souvent répandue que le meilleur, c'est ce qui se trouve ailleurs? Et moi, en ayant des réponses de votre côté, ça me permettra d'apporter des problèmes au travail. Parce que nous, en tout cas, on essaie essentiellement de répondre à la question de la migration par des réponses socio-économiques. Et la question se pose, est-ce que c'est vraiment le levier sur lequel il faut appuyer? Merci beaucoup. Mbaye, on a 3 questions et une réflexion. Je ne sais pas si on a besoin de répéter des... Oui, j'ai retenu les questions. Voilà, d'accord. Donc, je vais répondre très vite, quoi. Donc, voilà, tu as la parole. Oui, alors, d'abord, mes collègues et amis mauritaniens, il faut leur rappeler qu'on leur a battu au football d'abord, c'est important. Ils veulent se venger toujours.
Le match est déjà commencé. Ça fait plaisir. Alors, merci pour vos appréciations. Ça fait plaisir de voir que le travail qu'on a mené à bout de force intéresse des gens qui sont de l'autre côté. Et nulle part n'est prophète chez soi. Hein. C'est toujours comme ça. Alors, la question que vous avez posée est très intéressante. Est-ce que, de manière générale, les réalités, le vécu des frontières, comment on peut améliorer la rentabilité de cela pour que tous les 3 pays en bénéficient sans pour autant nuire à la mobilité, sans l'asphyxier, c'est ça. Voilà. Alors, c'est une grosse question. Moi, je pense que, et ça recoupe un peu à la question de M. Lo, c'est que oui, il faut nécessairement contrôler. On ne doit pas laisser n'importe qui, n'importe quoi entrer. Hein. Déjà, il y a l'insécurité, notamment avec les policiarios qui existent. Il y a aussi la circulation de l'armement dont on dit, qui nous proviendrait à des destinations inconnues ou connues. Donc, effectivement, il faut contrôler. Mais moi, mon souci véritable, c'est que si le visa pour partir en Europe est difficile à accéder et que les frontières africaines sont difficiles à percer, que va faire le migrant? Il va aller où? Il va aller où? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que les autorités étatiques acceptent qu'il y a des sociologies qui ont précédé le droit. L'Empire du Mali, l'Empire du Ghana, le Djolof, ça a été des entités qui ont tenu des brassages et des liens sociaux avec la Mauritanie, le Maroc. Le stygianisme, beaucoup de gens partent à Fès pour s'initier à la connaissance religieuse stygiane. Ils ne visent même pas à des raisons économiques. Vous voyez? Eux, ils visent à se former en religion, en spiritualité et rentrer, devenir moukhadam ou guide. Beaucoup de mourites, même chose, partent en Nouakchott, parce qu'il y a des écrits du grand marabout Cheikh Ahmadou Bamba qui a fondé le mouridisme pour se former. Donc, vous voyez, ces gens de circulation, on ne les comptabilise jamais. Donc, il faut que l'État comprenne qu'il y a des façons de circuler à l'africaine qu'il faut intégrer dans les systèmes de planification et de gestion des frontières à l'européenne. Parce qu'il faut le dire, c'est toujours Frontex qui est au-devant sur leur table. C'est toujours les mesures européennes qui sont beaucoup plus en compte que les sociologies locales. Et souvent, quand nous on en parle, hein, quand on rencontre un acteur étatique, on essaie de lui faire comprendre qu'il y a des relations qui ont précédé le droit de résider, de circuler. Lui, il pense que c'est un mythe qu'on a créé pour jouer l'intéressant, ou pour plaire, ou pour... Non, pas du tout. Donc là, c'est très difficile de faire comprendre aux acteurs institutionnels que les acteurs d'en bas, pour qu'ils suivent leurs instructions, il faudrait qu'ils prennent en compte d'abord leurs besoins de bouger. Comme vous l'avez dit, on a besoin de bouger. Même l'eau, si vous laissez de l'eau sur la table durablement, elle va pourrir. On a besoin de bouger, de respirer, c'est ça qui fait. Et puis c'est un espace de mobilité. Ça l'a toujours été, ça ne va pas changer. Je ne sais pas si j'ai satisfait votre question. J'en ai donné quelques en tout cas. Pour la deuxième question, oui, réfléchir à comment on peut vivre ensemble au-delà des frontières qui sont quasiment montées pour nous séparer. Comment on peut faire comprendre ça aux différents habitants des autres pays. C'était ça, non? Oui. Moi, je pense que c'est toujours de reprendre le cours de l'histoire, de savoir que les choses ne viennent pas depuis qu'il y a le Barça-Barça. Ce n'est pas nouveau, le phénomène. C'est vrai que les gens ont peu de patience pour analyser, observer, étudier. Nous, les chercheurs, on nous presse à donner des solutions coûte que coûte, alors que le temps de la recherche est lent, mais efficace au bout. Les décideurs politiques et les communautés veulent juste des raisons, juste des solutions. Ils veulent ça. Donc on est un peu tiraillé de gauche à droite, mais moi je pense que reprendre le cours de l'histoire, savoir d'où est parti nos liens jusqu'à atterrir aujourd'hui aux problématiques modernes de circulation de dernière heure, c'est très important pour la résolution des problèmes. Et puis, je pense, pour faire comprendre la notion de frontière, dans la zone que j'ai observée, ça va être très difficile pour les acteurs. Parce que eux, leur perception, c'est de circuler indépendamment des instructions juridiques et de l'arsenal qu'on a mis en place. Parce qu'ils sont habitués à circuler.
Donc le titre du séjour qui s'en est ajouté, pour eux, ce n'est juste qu'un filtre migratoire ou un défi de plus pour éprouver leur volonté à circuler. En fait, c'est ça, le message reçu, c'est ça. Le message donné par l'État, c'est que j'ai droit à un œil, je dois protéger mes concitoyens, je ne veux pas faire circuler l'armement, j'ai des soucis, j'ai des responsabilités politiques. Mais dans la psychologie du migrant, ce qui est reçu, c'est qu'on est en train de défier ma volonté de passer et je vais trouver d'autres alternatives à passer. Donc vous voyez comment on peut réconcilier ça. Si j'avais une baguette magique, peut-être j'allais faire un tour de magie, mais je ne sais pas encore. Mais les recherches se poursuivent. Peut-être je trouverai un jour comment on peut créer des dialogues du bas vers le haut et du haut vers le bas. En tout cas, les associations, les militants des communautés de jeunesse, ils font un pas assez intéressant, notamment à Rosso Sénérim, avec le club de jeunes qui partagent des vacances amicaux. Entre une semaine, ils sont à Nouakchott, une autre à Mauritanie, pour essayer de faire passer le message qu'il n'y a pas de frontière entre nous, qu'on est une jeunesse unie, etc., solidaire. La troisième question de M. Lo, c'est assez intéressant. La motivation dans mes recherches, la motivation la plus forte, la plus exprimée, c'est que les gens se sentent inutiles chez eux. Quand un migrant vous dit « je ne peux pas payer les factures d'électricité, je ne peux pas payer les factures d'eau, mon logement, mon alimentation, je ne peux même pas regarder en face mes parents qui sont dans le besoin » parce que tout le monde sait que le troisième âge suppose l'assurance de santé et tout le reste. Donc au bout de rester chez soi, le visa est difficile à obtenir, les frontières sont fermées, ou bien pas fermées, mais difficiles à traverser, et qu'on sait que les politiques nationales ont failli sur beaucoup de secteurs, il n'y a que le secteur informel qui représente presque 65-70%. Vous allez voir le fardeau qui pèse sur eux jusqu'à le pousser à partir. Donc c'est vraiment plus le sentiment d'être inutile et donc de chercher à avoir une reconnaissance sociale qui motive les gens à partir beaucoup plus que l'argent. Parce qu'avoir de l'argent sans être socialement reconnu, ce n'est pas significatif pour eux. Vous voyez ? Donc ça va de pair. Ça, c'est la motivation la plus forte. Il y a aussi autre chose. Je l'ai dit hier, la conception de la richesse chez les migrants que j'ai observé. J'en ai fait un triptyque. Ils sont de 3 étages. Il y a la richesse de naissance. Tu es né par héritage, tu reçois de ton père des biens. Tu es riche. Il y a la richesse par don. Un philanthrope, un homme généreux, un milliardaire pourrait vous faire un cadeau parce que X raisons. La troisième catégorie, et c'est la plus importante, qui rejoint la catégorie des migrants, c'est qu'il y a la richesse par le chemin fait. Et souvent, ça concerne la catégorie des jeunes. Pour beaucoup de jeunes, s'ils ne sont pas nés avec les bonnes cartes de la vie, avec l'argent, s'ils n'ont pas reçu de dons, il ne reste qu'à partir. Mais maintenant, c'est la richesse de chemin, pas de destination. Ce n'est pas la richesse en Europe, ça c'est la destination. Mais la richesse par le chemin fait. Donc une fois je fais un escale à Casablanca, j'achète du bois MFDF de la Turquie ou j'achète du plâtre de construction qui est très prisé aujourd'hui, je le revends à Nouakchott, je le vends à des migrants qui le rachètent pour en faire un commerce de détail, c'est toute une chaîne. Vous voyez, donc c'est le chemin qui fait la richesse. Et c'est cette conception-là qui permet aussi de justifier un peu leur motivation. Ils vont par une philosophie très profonde qu'ils ne trouveront de l'argent que par leurs pieds qu'ils marquent au sol des territoires qu'ils traversent. Ça, c'est très important à dire. Merci. Puisqu'on est pressé par le temps, s'il y a une dernière question du public. Merci beaucoup. Et c'est Djibril Mbaye, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci Baye pour cette recherche précieuse qui va contribuer à mieux connaître nos parents et nos voisins mauritaniens. Moi j'ai une question, Comme on sait que la Mauritanie est une zone tampon, qu'est-ce qu'on retient finalement d'elle? Un modèle d'intégration africaine ou un problème ou un cas d'école de la problématique de l'intégration des Africains? De quel côté on va la situer?
Ils sont là. D'après la recherche. D'accord. D'après la recherche. Oui. C'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Bon, en tout cas, moi je pense que la Mauritanie a toujours été un pays ouvert. Seulement que c'est récent ce qu'on observe depuis les jets de réfugiés qui sont entassés à Rosso et puis ce qu'on voit des rafles, etc. Mais si vous observez, moi qui suis un acteur dans l'ombre, quoi, qui observe les gens dans l'ombre, ben, les acteurs discrets là, ils ne sont même pas d'accord avec ça. C'est-à-dire la population, dans ses profondeurs, ne croit pas, ne valide pas les procédés de l'État mauritanien. Eux, ils préfèrent le brassage culturel qui est plus profitable hein, à beaucoup de choses qui nous lient, la religion, le mouridisme, etc. D'ailleurs, c'est tellement vrai que dans les bus, parce que moi j'ai compris que les bus, ce n'est pas seulement un moyen de transport, mais c'est un marché. Entre les sièges, des vendeurs profitent pour écouler leurs marchandises. Et dans le livre, j'ai même donné une anecdote assez intéressante. Le commerçant qui entre dans le bus, on était à Carrefour Bamako, Nouakchott, et il nous rejoint en disant « Voilà, je vends un produit qui est très efficace pour les cons, ça guérit des cons. » Je l'avais vendu à une famille et tous leurs enfants sont devenus maintenant moins cons. Donc ça marche. Et ça fait rire les gens. Après, j'ai compris que le gars, il est très rusé et c'est comme ça qu'il fait pour vendre. D'abord, il commence par la comédie pour casser l'isolement des sièges et la méconnaissance des gens qui s'isolent. Ensuite, il fait rire en écoulant son produit. Donc les bus, c'est un moyen de transport. Donc vous voyez, toute cette richesse, si ça disparaît, faute d'accès au territoire des uns et des autres, c'est ça mon souci, moi. Comment, à quel risque, est-ce que ce risque en vaut la peine? Parce que le problème des séjours et des circulations n'était pas africain à la base. C'est importé, c'est les problèmes de l'Europe qu'on a un peu transportés chez nous. Il faut contrôler, il faut une carte de séjour, on a peut-être au Sénégal, on a voté ça depuis 1970, mais on ne l'a jamais appliqué. Le titre de séjour n'a jamais été observé, sauf durant les tensions politiques où on s'intéresse qui est mauritanien, qui est guinéen pour les expatriés. Vous voyez? Donc, même si l'État le signe, la population aura du mal à suivre, quoi. Et c'est par là que peut-être des mouvements de sensibilisation pourraient arriver à conscientiser les gens que l'objectif du contrôle, c'est pas de vous séparer, mais c'est plutôt de veiller à ce que nous ne soyons pas infiltrés, etc. Mais encore une fois, mon souci, moi, c'est si le visa est difficile d'accès, que les frontières sont difficiles à percer, que va devenir le migrant. Et puis, le peuple africain, c'est le peuple qui bouge le moins à l'extérieur. Nous sommes beaucoup plus mobiles à l'intérieur. Hein? On a parlé de 7,6 millions de migrants en 2020 qui circulent à l'intérieur du continent. Le pays africain le plus visité par les migrants africains, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite, vous avez le Nigeria. Ensuite, la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, on a plus de taux de mobilité interne qu'externe. Mais à voir ce que la télévision nous montre, vous avez l'impression que le peuple africain, ils ne font que migrer. Vous voyez? Donc, puisqu'on est peu à bouger, oui, presque, disons, 80 millions, sur une population totale de 1,5 milliard. Vous voyez, c'est insignifiant. On peut donc mieux le gérer pour booster les économies locales, pour déclencher les créativités économiques et pour un peu contrôler l'informalité dont vous parlez. Essayer de légaliser peut-être certaines pratiques sans pour autant déverser dans l'autorisation du risque de filtre et du trafic d'organes et de migrants. Alors moi, la dernière question, puisque vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai une question pour vous, je l'avais posée même. C'est-à-dire, je sais que beaucoup de migrants veulent venir en Espagne, mais est-ce que l'Espagne veut de ces migrants? Et si oui, pourquoi le visa est compliqué à acquérir? Pourquoi je pose cette question? Pas pour provoquer, mais parce que moi, je discute beaucoup avec les lycéens, parce que je sais que c'est les futurs candidats à la migration. Je pars voir les lycéens, je pars voir les bibliothèques Aïnou Madi, par exemple, à Dakar, où j'ai beaucoup échangé avec les jeunes sur leur conception du voyage. C'était un petit podcast que j'avais réalisé pour voir comment les gens se perçoivent ici et ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'ils sont étrangers, même chez eux.
Ils ne connaissent même pas les richesses qu'on a sur nous. Donc, puisque je fréquente toujours les acteurs à côté, très terrain, j'aimerais bien leur faire voir le regard de l'autre rive, de l'autre frontière, vous, à votre niveau. Qu'en est-il de ces migrants? Vous en voulez ou pas? Si oui, pourquoi? Je veux savoir. Merci. Merci bien. Merci bien, Mbaye. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi, de te connaître personnellement. Voy a pasar a español. Agradezco a todo el mundo, agradezco a Casa África, agradezco al proyecto Compass por hacer eso posible y por traernos este encantador autor que, más allá de su conocimiento, ha sabido hacer un trabajo de divulgación de este conocimiento científico y académico. Y bueno, ya mañana empezamos con el congreso como tal. Le doy las gracias a mi nombre propio, en el nombre de la ULPGC, la institución a la que pertenezco. Y bueno, hasta mañana.